Je suis originaire d'un petit village des Vosges et mon père étant prisonnier, je n'ai pas eu la possibilité à son retour de faire des études. Donc j'ai eu un certificat d'aptitude professionnelle de métallurgie et puis voilà, j'ai aidé mon père pendant les années qui ont précédé mon service militaire. Il avait une petite entreprise de radio. Et à mon retour de service militaire, je me suis rendu compte il me manquait manifestement une formation. Donc j'ai fait une formation professionnelle accélérée et j'ai obtenu un diplôme de technicien de radio. C'était le début de la radio-télévision. Et voilà. Et puis, donc, c'était le début des 30 Glorieuses. Je suis rentré dans une entreprise qui fabriquait des postes de radio, puis de télévision. Et je me suis vraiment passionné par tout cela. Finalement, cette entreprise a été rachetée par un groupe américain qui m'a demandé de le rejoindre à son état-major à Bruxelles. J'étais responsable pour toute l'Europe du marketing. Et puis voilà, de retour en France 10 ans plus tard, j'ai été donc recruté par une grande entreprise française qui m'a proposé de prendre la direction de cette entreprise qui avait 2000 personnes en France. Voilà, c'est l'essentiel de ma carrière professionnelle. Quand j'avais 17-18 ans, je faisais aussi de la magie. Je m'étais passionné dans cette période avant mon service militaire, parce que je ne faisais pas grand-chose. Donc je m'étais intéressé à la magie. Et j'étais le plus jeune magicien de France quand j'avais 16 ou 17 ans. Et je donnais des spectacles donc, dans les villes d'eau des Vosges. Et j'ai travaillé sur des bateaux également en Méditerranée. Et donc, avant de prendre ma retraite, 8-10 ans avant, j'ai eu un accident d'avion en revenant de Stockholm. J'ai perdu complètement l'oreille gauche. J'ai eu une dépressurisation brutale. J'ai été rapatrié à l'hôpital Necker en France. Et un jour, dans cet hôpital-là, en me trimballant dans les couloirs avec l'appareil qui sert à alimenter donc l'oxygène, j'ai vu par une porte entrouverte des enfants qui étaient hébétés sur leur lit. Et je me suis souvenu du regard des enfants 40 ans plus tôt, quand je leur donnais des spectacles de magie. Je me suis dit, si un jour j'ai la chance de pouvoir prendre ma retraite, je referai de la magie, mais cette fois dans les hôpitaux. La retraite est arrivée, et là je suis retourné dans les hôpitaux et j'ai donné des spectacles de magie. J'ai décidé, 3 mois après, je suis allé voir le directeur de l'hôpital Necker, d'ailleurs c'est ce fameux hôpital où j'avais eu le flash 8 ans plus tôt, et pour lui proposer donc de donner des spectacles dans l'hôpital. Alors je suis arrivé avec un jeu de cartes, j'ai fait quelques tours, j'ai montré que véritablement, même si je n'avais rien fait depuis 45 ans, je n'avais pas perdu complètement la main. Et puis il a accepté. Et puis là j'ai donné un premier spectacle. Et très très vite, d'autres magiciens ont demandé à me rejoindre parce que le bouche-oreille a fonctionné et j'ai été demandé un peu partout en France. Et aujourd'hui, l'association est en train, prochainement, elle va donner son 500e spectacle à travers la France. Et c'est donc plus de 25 000 enfants qui en auront bénéficié. C'est un travail considérable. J'ai travaillé, je peux le dire, et c'est vrai, pendant les 5 ou 6 dernières années, ou 7 jours par semaine, 8 heures par jour, certainement, pour y arriver. Et donc, là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un successeur. Alors, je vais vous demander à tous, je compte jusqu'à 3, de souffler très fort, tous également ici, et on va essayer donc de réparer complètement le collier. 1, 2, 3. Est-ce que ça a marché? Mais oui, mais on dirait que ça a marché. Merci. Magève a trouvé son successeur, puisqu'aujourd'hui, c'est Norbert Ferret, champion du monde de la magie, français, 37 ans, qui aujourd'hui a pris ma succession. Vous voyez que Magève a une longue carrière devant elle maintenant. Être vieux, c'est ne plus avoir d'envie. Et je pense que la jeunesse, justement, on la garde en soi chaque fois que l'on a des projets à réaliser, des projets qui nous tiennent profondément au cœur. Voilà, ça c'est important. Et il ne faut pas que ça soit utopique, qui corresponde à une certaine disposition, un certain savoir-faire, compte tenu de la formation qu'on a eue ou de l'expérience qu'on a eue ou des choses qu'on a vécues. Il y a des milliers de choses à faire, assurément, mais avoir envie de faire quelque chose qui serve aux autres, à mon avis, pour moi c'est ça ma démarche. Être vieux, je pense que je serai vieux le jour où je n'aurai plus d'envie. Non, au contraire, je pense que les personnes âgées, les vieux, comme vous dites,
ont beaucoup à apporter aux jeunes. Et ce serait la pire des choses de faire cela, parce que justement, ça serait les couper définitivement de cette richesse qu'ils ont et que normalement, ils devraient transmettre. Il faudrait au contraire trouver le moyen de permettre aux personnes âgées de s'investir. Ça serait formidable pour les jeunes et également pour eux. À un moment donné, pendant peut-être quelques jours, quelques semaines, je me suis trouvé dans cette société de loisirs. Parce qu'en me réveillant le matin, il se trouve que je n'avais plus 15 mails auxquels il fallait répondre, 3 réunions à voir dans la journée, et je me trouvais dans cette société de loisirs. Et je me suis dit pendant quelques jours, au fond, je vais véritablement en profiter de la vie. Très vite, j'ai compris que ça n'est pas cela du tout qui m'apporterait le bonheur, la joie de vivre. Parce que, comme chacun de mes confrères qui ont mon âge, un peu plus jeunes ou un peu plus âgés, je suis absolument convaincu que pour avoir du plaisir de vivre chaque journée, pouvoir se dire que ça va être une journée formidable, eh bien, il faut avoir un but, un objectif, quelque chose à faire pour aider les autres si possible, mais certainement pas simplement le loisir pour se faire plaisir à soi. Ça me fait penser à une citation que j'ai lue récemment de Denis Tillignac qui dit dans Considération inactuelle, je sais que chaque aube me promet un bel ensoleillement pourvu que les flèches de mes désirs sachent percer les nuages. Voilà, je crois que ça résume bien la question. Je l'ai toujours aimé, je crois que c'est réciproque et ça n'a pas changé. Et je dirais même qu'avec les années maintenant, ça ne fait que s'intensifier puisqu'on passe beaucoup plus de temps ensemble, même si j'étais très pris par mes activités associatives, je vivais quand même dans la maison. Donc il y a eu sans doute une période de redécouverte mutuelle, bien sûr, mais ça n'a fait, pour ma part, que renforcer mon amour pour elle. Je ne peux pas répondre en ce qui la concerne, mais je crois pouvoir dire, et j'en ai maints témoignages de sa part, que c'est réciproque. Voilà, c'est peut-être présomptueux de ma part, mais je le ressens très fort pour ma part, et véritablement, c'est un vrai bonheur pour moi de vivre avec elle. C'est ma femme, c'est ma maîtresse, bien sûr, et ça ne pourrait pas être mieux si j'avais quelqu'un à l'extérieur, ce qui n'est absolument pas le cas, bien sûr. J'ai plusieurs pistes. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais je sais qu'il faut que je continue à rencontrer des personnes pour comprendre l'aide dont elles peuvent avoir besoin et leur apporter, si j'en ai les compétences, compte tenu de tout ce que j'ai vécu. Ma force, assurément, eh bien, c'est les 80 ans de vie, vie mouvementée, vie parfois faite de difficultés, d'échecs, de réussites. Et j'ai acquis une certaine démarche, si vous voulez, qui me permet d'avoir confiance.